Bon, nous allons commencer. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est vraiment heureux de vous avoir encore cet après-midi pour 30 minutes, juste 30 minutes de votre temps, mais qui vont être euh, 30 minutes très productives où nous allons partager ensemble. Je pense que le chat est ouvert. Quand ce sera des moments de questions-réponses, on va essayer un peu d'échanger. Moi, je me nomme Pascal Lumbala, je suis promoteur de santé à Rexdale. On va essayer de partager aujourd'hui. On est en train de parler sur les stratégies de s'adapter à la situation de crise. Et aujourd'hui, nous sommes dit que nous allons parler sur l'hygiène du sommeil. Sûrement, on s'est posé la question, c'est quoi l'hygiène du sommeil? On va essayer d'en discuter un peu aujourd'hui. Comme vous voyez derrière moi là, je ne sais pas si vous les lisez correctement, peut-être que je l'ai mis à l'inverse. C'est ça, l'hygiène du sommeil. Alors, on va essayer de voir c'est quoi en fait l'hygiène du sommeil, mais on va récapituler rapidement ce dont nous avons parlé la fois passée. Donc, nous avons parlé la fois passée des 4 piliers qui sont la fondation dans la réglementation des émotions. Nous avons dit que des fois, on peut être stressé ou anxieux à cause des informations que nous recevons, de tout ce que de la pression, ou si nous nous trouvons dans une situation qui n'est pas la situation dont on est habitué, toute situation anormale nous secoue un peu. Alors, nous allons voir comment nous pouvons gérer nos émotions. C'est ce que je suis en train de récapituler ce qu'on a parlé l'autre fois. Nous avons parlé des stratégies d'adaptation qui ne sont pas des choses auxquelles on est habitué chaque jour parce que nous, on est habitué à une vie de normalité. Chaque fois qu'il y a un changement, ça peut affecter. Mais de nature, en tant qu'être humain, on a cette capacité à nous adapter à une nouvelle situation. Il est donc d'une importance capitale d'examiner attentivement nos actions, nos pensées, nos émotions, ce qui peut être un processus difficile. Pourtant, résister ou chercher à supprimer ou chercher à étouffer toute cette tendance quand il y a cette situation qui n'est pas normale, ça peut avoir des résultats paradoxaux, comme aggraver nos peurs au lieu de les faire disparaître. Ainsi, ce que nous sommes en train d'essayer de discuter comme stratégie d'adaptation embrasse et approche ce qu'on appelle des stresseurs. Ce sont des éléments qui poussent à relever notre niveau de stress ou d'anxiété. Et les stratégies ici nous permettent par contre, au lieu d'activer les stresseurs, ça permet par contre de développer cette capacité de résilience. Alors, il est normal de trouver difficile d'être cohérent lorsqu'on commence un nouveau processus. Comme on dit toujours, le changement n'est jamais facile. Donc, il est important de nous donner une discipline pour atteindre notre objectif. Lorsqu'il s'agit de faire face à toute situation de crise, l'étape qui est très importante, c'est d'essayer de voir s'il y a des règles ou s'il y a des principes que nous pouvons respecter. La première question que je veux nous poser est que dans chaque situation, nous devons tous nous poser une question. Comment est-ce que je peux faire pour m'aider à arriver là où je veux aller dans la vie? Parce que la crise, au fait, n'est pas la fin d'une chose. Par contre, c'est pendant la situation de crise qu'on révèle ses vraies capacités. On a vu dans l'histoire que c'est souvent pendant les moments de crise qu'il y a eu des héros qui se sont levés. Je ne vais pas nous donner ici des exemples de Martin Luther King. Pendant que tout le monde avait peur, il pouvait se lever pour dénoncer. On voit des exemples comme Gandhi, comme Mandela. Donc, c'est souvent pendant les moments de crise que les héros sont capables de sortir. Parce qu'au fait, nous avons cette capacité de nous adapter aux situations au-dedans de nous. Mais il est question de connaître, comment dirais-je, le bouton exact qu'il faut appuyer pour faire ressortir ces capacités. Nous avons discuté des 4 piliers qui sont le fondement de la régulation des émotions.
Ils sont comme, nous avons essayé de les comparer à une table. Alors, si la table de régulation des émotions est instable, il est difficile d'utiliser d'autres méthodes d'adaptation et de se construire une bonne santé mentale. Nous avons énuméré que la table est constituée de quatre pieds. Et ces pieds doivent être en équilibre pour maintenir cette table de régulation instable. Alors, pour commencer, nous allons introduire notre premier croquis que nous allons discuter. Nous allons énumérer les 4 éléments, les 4 pieds, les 4 piliers de la table. Et avant que nous puissions prendre, parce que l'un des éléments, c'est ça même, l'hygiène du sommeil que nous allons discuter. Alors, avant de examiner les 4 piliers de la table que j'ai pu dessiner ici, nous allons d'abord, comme révision, nous avons parlé l'autre fois que l'adaptation est le processus d'une personne à rester fonctionnelle dans de nouvelles conditions. Ça fait référence aux efforts intentionnels que nous déployons pour minimiser les dommages physiques, psychologiques ou sociaux d'une situation de crise. Nous sommes allés plus loin pour dire qu'en psychologie, l'adaptation est définie comme la modification du comportement d'une personne qui veut maintenir sa vie en harmonie avec le changement des données du milieu sans mettre en cause son identité. En faisant encore des recherches, la psychologie de développement avec Jean Piaget dit que l'adaptation d'une personne à son milieu est influencée par 2 mécanismes qui sont complémentaires et indissociables. Nous avons l'assimilation et l'accommodation. L'assimilation qui est l'intégration des éléments nouveaux dans les structures mentales de l'homme, tandis que l'accommodation, la modification ou l'ajustement à ces nouvelles éléments. Nous avons parlé de 3 niveaux, on ne va pas aller là. Alors, nous avons notre table. Nous avons notre table ici présent, qui est la table de régulation des émotions. Je pense que tout le monde me suit. Notre table est là, la table de régulation des émotions. Comme vous pouvez le voir, la table a 4 pieds. Chaque pied, pour que cette table soit stable, qu'on appelle les 4 piliers de réglementation des émotions. Alors, pour faire la régulation des émotions, garder les émotions à un niveau gérable, pour que ça ne puisse pas affecter, que nous ne puissions pas être en état de stress ou d'anxiété, nous avons le premier pied, ce que nous avons appelé l'hygiène du sommeil. Le deuxième pied, c'est la nutrition ou l'alimentation saine. Le troisième, c'est l'exercice physique. Le quatrième, le support social. Juste parler brièvement, parlant de l'hygiène du sommeil, nous avons défini qu'il était important de garder des heures, l'horaire doit être régulier de sommeil, limiter l'exposition à la lumière avant d'aller au lit, par exemple. Ça peut affecter, nous allons voir ça en détail, parce que c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Parlant de la nutrition, nous avons parlé de maintenir un équilibre sain d'aliments nutritifs. Nous parlerons ça à notre 4e séance. Et nous avons parlé des exercices physiques, rester physiquement actif et de manière régulière en faisant au moins 150 minutes par semaine d'exercice aérobique d'intensité modérée. Et nous avons parlé de support social, éviter l'isolement et se connecter aux autres. Ça, c'est notre table de régulation des émotions. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer de parler du premier pied, comme vous le voyez là, qui est l'hygiène du sommeil. Alors, parlant de l'hygiène du sommeil, j'ai voulu d'abord nous donner un peu la définition. L'hygiène du sommeil, c'est vrai, nous avons dit qu'il faut maintenir un horaire de sommeil régulier et pratiquer d'autres habitudes de sommeil saines, comme utiliser des siestes avec soin, limiter l'exposition à la lumière des écrans LED avant de dormir.
Avant de, je voulais aller directement au point, mais avant, parce que j'aimerais vraiment nous aider à comprendre pourquoi aujourd'hui nous parlons du sommeil. Alors, nous voulons essayer d'expliquer les choses de manière cohérente avec des études scientifiques pour, au fait, démontrer comment cela affecte. Alors, pour arriver à ce niveau, je vais nous poser trois questions que nous allons discuter. La première question, qu'est-ce qui cause le manque de contrôle émotionnel? La deuxième question, pourquoi est-il important de réguler les émotions? La troisième question, qu'est-ce qui aide à la régulation émotionnelle? La quatrième question, quels sont les signes d'instabilité émotionnelle? La dernière question dans cette première partie, comment gérer les émotions négatives? Alors, allons essayer de voir nos questions. C'est pratiquement les mêmes questions que nous avons parlé. C'est ce que j'ai essayé d'énumérer là. Comme vous pouvez le constater, nous avons les questions que j'aimerais pour commencer cette conversation que nous faisons ensemble. Qu'est-ce qui cause le manque de contrôle émotionnel? Pourquoi est-il important de réguler les émotions? Qu'est-ce qui aide à la régulation des émotions? Quels sont les signes? Sûrement, vous avez des questions déjà. Alors, je ne sais pas si vous pouvez, Néfis, que je vais nous donner 2 minutes. Essayez d'échanger sur les questions que nous avons. Si vous pouvez chatter, sentez-vous libre. Juste donner les réponses aux questions que vous avez. Les réponses, je nous donne 2 minutes avant d'avancer. Alors, nous allons aller à la première question. Qu'est-ce qui cause le manque de contrôle émotionnel? Je dirais que être incapable de contrôler ses émotions peut être temporaire. Ça peut être une situation qui est temporaire, pas qui est constant. Cela pourrait être causé par quelque chose comme, par exemple, une baisse sur le plan physiologique, une baisse de la glycémie ou l'épuisement dû au manque du sommeil. Voilà, ça commence déjà à venir un peu. Donc, ça peut être une baisse du manque de glycémie ou l'épuisement dû au manque du sommeil. Cependant, certaines personnes éprouvent une incapacité constante à contrôler leurs émotions en raison d'une maladie chronique. C'est ce que moi je peux dire à ce niveau. Je ne sais pas si vous avez d'autres réponses, vous pouvez ajouter. Je vais voir vos chats. Pourquoi est-il important de réguler les émotions? En passant, je vais nous donner le numéro de téléphone. C'est le 416 707 5587. Donc, sentez-vous libre d'appeler 416 707 5587. Vous pouvez appeler. Alors, pourquoi est-il important de réguler les émotions? Je dirais, outre les avantages les plus évidents, tels que se sentir mieux dans l'immédiat, des solides compétences de régulation émotionnelle peuvent être également améliorées. Ça peut également améliorer le bien-être à long terme. Je m'excuse. Améliorer les performances au travail, enrichir les relations personnelles ou même conduire à une meilleure santé globale. La troisième question, qu'est-ce qui aide à la régulation émotionnelle? Je dirais, il est important de différencier les activités de régulation des émotions saines et malsaines. Alors, nous allons essayer de parler de ce qui est des relations saines, des émotions saines, je veux dire. Il est important de ne pas être dans l'isolement quand on est une personne sociale, parler avec des amis, être ouvert, faire des exercices physiques. Aussi, essayer de faire une rédaction dans un journal, avoir un cahier où on essaie d'écrire comme un journal, une réflexion personnelle de la journée ou des événements qui se passent dans sa vie. Faire un peu de la méditation, prendre soin de soi en cas de maladie physique, dormir suffisamment. Vous voyez, ça continue à revenir. Manque de sommeil, dormir suffisamment, prêter attention aux pensées négatives qui surviennent,
avant ou après des émotions fortes. La liste, elle est exhaustive. Ça, c'est quelques éléments, juste pour nous plonger un peu dans le vif de notre sujet. Quels sont les signes d'instabilité émotionnelle? Donc, ça, c'est comme les symptômes d'une maladie. Vous voyez, par exemple, comme pour le coronavirus, on dit il faut, par exemple, quelqu'un qui tousse, les signes de rhume. De la même manière, l'instabilité émotionnelle, il y a des symptômes ou il y a des éléments, quand vous le voyez, vous pouvez dire qu'il y a une instabilité émotionnelle. Il y a, par exemple, être impulsif, avoir des sauts d'humeur, une peur accablante de l'abandon, euh, des scènes de colère, euh, être méfiant envers les autres, se sentir vide des fois, se sentir, avoir cette sensation qu'il n'y a pas d'espoir ou que on, avoir cette sensation comme cet esprit de, comment dirais-je, avoir l'impression qu'on n'a pas de valeur vis-à-vis des gens et aussi, dans d'autres cas aussi, des pensées suicidaires. Comprenez? Donc, quand il y a ces éléments-là, être impulsif, des sauts d'humeur, une peur accablante de l'abandon, l'anxiété, l'irritabilité extrême, la colère, être paranoïa, méfiance envers les autres, se sentir vide, sans espoir, sans valeur, avoir des pensées suicidaires, ça peut être des symptômes qui peuvent tiquer. Comment peut-on gérer les émotions négatives? N'essouffle pas les choses hors de proportion en les renvoyant maintes et maintes fois dans votre esprit. Première chose. Essayez d'être raisonnable. Acceptez que les mauvais sentiments sont parfois inévitables. Réfléchissez aux moyens de vous sentir mieux. Détendez-vous, utilisez des activités agréables, ce que vous aimez. Si vous aimez aller faire la marche, courir un peu, jouer au foot, faites quelque chose. Dès qu'il y a des mauvaises idées ou des émotions négatives qui vous arrivent, allez prendre une douche, aller lire un livre, marcher ou parler avec quelqu'un, avec des amis. Alors, ayant répondu à ces questions, j'espère que ça nous donne un peu une idée de l'importance du sommeil. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre sujet d'aujourd'hui, l'hygiène du sommeil. Alors, nous allons essayer de voir que tous les individus en bonne santé ou ceux qui sont malades ont besoin d'un temps de sommeil suffisant. La dépravation du sommeil nuit à la santé, au bien-être personnel et à la qualité de la vie. C'est très important. Peu importe ton état de santé, que tu sois malade ou que tu sois normal, d'abord le sommeil est très important. L'hygiène du sommeil est le terme utilisé pour décrire, je dirais, les bonnes habitudes de sommeil. Là-dedans, on peut voir dormir pendant 8 heures, avoir un horaire fixe, dormir dans les silences. Il y a tous ces éléments-là. Quand on parle de sommeil, il s'agit d'un état d'inconscience dans lequel une personne peut être réveillée par un capteur. Et nous allons aller dans tous ces détails-là de manière pratique, avec des croquis, vous allez comprendre. Alors, l'hygiène de sommeil, c'est une variété de pratiques différentes qui sont nécessaires pour avoir une nuit de sommeil de qualité normale et une vigilance diurne complète. Vous allez me poser la question, qu'est-ce que l'hygiène du sommeil? Une très bonne question. L'hygiène du sommeil, comme je l'ai dit, c'est prendre toutes les mesures nécessaires afin de bien dormir, en termes simples. Et pour cela, il y a des choses que nous pouvons faire en amont et en aval pour que quand la nuit arrive, qu'on puisse être dans un état de disposition afin de bien dormir. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi est-il important de pratiquer une bonne hygiène de sommeil? Je dirais une bonne question. Obtenir un sommeil sain est important pour la santé physique d'abord et la santé mentale. Il peut être également amélioré par la productivité et la qualité de la vie globale,
tout le monde, que ce soit des enfants, des adultes ou des jeunes, peuvent bénéficier de bonnes habitudes de sommeil. On va essayer de démontrer, vous allez voir que, au fait, le sommeil a un impact même sur la productivité. Alors, je préfère plus des choses plus pratiques qu'expliquer, parce que ce qui est visuel, ça reste facilement. Alors, ça, c'était des questions que nous avons discutées. Alors, ce que je veux nous montrer, avant d'aller plus loin, c'est ceci. Donnez-moi une minute. Alors, ce que je vais nous montrer, c'est ceci. Ça, c'est ça le mécanisme du sommeil. Nous avons ce tableau que je vais vous expliquer. Ça, c'est ça notre mécanisme du sommeil. Des études ont montré que les femmes ont un sommeil plus efficace et moins fractionné avec des stades, avec moins de stades, première stade ou première phase, que des stades plus. Vous voyez là, nous avons subdivisé en 4 stades. C'est comme ça que le sommeil. Ça, c'est du plus léger au plus profond. Les femmes ont moins de phases 1, ils ont plus de phases 3 et 4. Mais pourtant, maintenant, quand on constate, ce sont les femmes qui présentent plus de troubles de sommeil que les hommes. Alors, je vais expliquer notre tableau. Déroulement d'une nuit de sommeil. Ça s'appelle en psychologie de sommeil, ça s'appelle l'hypnogramme. Hypnogramme. Ici, normalement, l'homme normal doit dormir pendant 8 heures. Nous avons le 8 heures de sommeil. On a supposé qu'on a commencé à dormir à 23 heures. On s'est réveillé à 6 heures du matin. 23 heures, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et là, nous avons les phases de sommeil qui sont subdivisées. Nous avons la première partie qui est le sommeil paradoxal et le sommeil lent. Veille, léger et sommeil profond. En 4 phases. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Alors, chez une personne normale, l'hypnogramme est représenté de cette manière. Quand on va au lit, on commence à dormir, on est là. Et puis, on commence à aller à la phase 1. On descend phase 2, phase 3, et puis phase 4, sommeil profond. C'est un cycle. Quand on arrive à ce plateau de sommeil profond, on reprend encore. On remonte légèrement. On arrive à la phase 1. Et puis, on reprend encore le même cycle. On descend phase 2 ou directement de la phase 1, on va directement, comme l'hypnogramme présente, on va directement à la phase 3, phase 4. On remonte encore phase 3, phase 1, comme vous pouvez le constater, jusque le matin. Ça, c'est l'hypnogramme d'une personne normale. Il touche, tu vas voir que dans les cycles, il touche 4 fois la phase 1 et 4 fois la phase 4 qui est la phase profonde. C'est ça le mécanisme de sommeil. OK? Alors, nous allons continuer parce qu'il faut que nous puissions comprendre pourquoi est-ce qu'il est important d'aller pourquoi nous parlons de l'hygiène de sommeil ou pourquoi cette importance capitale. Alors, ici, nous voyons, c'est un modèle qui explique le sommeil et l'âge. Nous voulons voir comment est-ce que le mécanisme de sommeil s'applique à chaque âge. OK? Il est important de comprendre ici que en bas, nous avons le nombre d'années. Nous avons 0 là-bas, c'est-à-dire ça, c'est la naissance. Avant la naissance, avant la conception, et puis une année, 10 ans, 20 ans, et puis 100 ans. Ici, nous mettons les heures au courant d'une journée. Nous avons 24 heures. De 0, 8, 16, 24. Ce sont les heures de la journée. Alors, pourquoi j'amène ce tableau? Parce que je vais expliquer 3 ou 4 phénomènes qui se passent. D'abord, je vais vous donner un exemple. Selon les études scientifiques, il a été démontré. Par exemple, quand nous prenons une personne qui a 75 ans,
Cette personne a dormi pendant, une personne normale, pendant 25 ans. Donc, un tiers de notre vie, nous devons le passer en dormant. C'est simple, je vous ramène sur une journée. Si on dit qu'une personne normale doit dormir pendant 8 heures, 8 heures, c'est le 1 tiers de 24 heures. Et il a passé 5 ans à rêver. Une personne de 75 ans a passé un tiers, qui est 25 ans, à dormir et 5 ans à rêver. Alors, regardez. Premièrement, je vais parler de la lumière. La lumière a un effet sur l'horloge biologique. L'horloge biologique, la porte d'entrée, c'est notre œil. J'aimerais qu'on comprenne. L'œil reçoit des informations lumineuses à partir de la rétine ou l'hypophyse qui sécrète de la mélatonine, qui est l'hormone donneuse de temps, qui agit en retour sur le cerveau et à distance sur les cellules des organes et ainsi les horloges périphériques. Et c'est ça qui te donne l'impression que tu as envie de dormir. Alors nous comprenons que la sécrétion de la mélatonine diminue avec l'âge. Retenez ça. La sécrétion de l'hormone là qui donne cette sensation de sommeil diminue avec l'âge. Alors il est important de noter que la lumière a un effet sur notre sommeil. Alors je vais vous donner quelques exemples. Une lumière forte le matin avance les phases du sommeil, tandis qu'une lumière forte le soir retarde les phases du sommeil. De même, une activité physique retenue joue le même rôle. C'est-à-dire, quand on fait une activité physique le soir avant de dormir, ça peut retarder le sommeil. C'est pour ça qu'il est conseillé de le faire quelques heures avant d'aller au sommeil. Alors, nous allons voir les liens entre la lumière et la mélatonine, qui est l'hormone qui favorise le sommeil. Une lumière intense le soir décale la sécrétion de la mélatonine, qui a un effet retard sur les phases de sommeil. Tandis qu'une lumière intense le matin avance la sécrétion de la mélatonine. Une lumière intense matin et soir rétrécit cette sécrétion. Alors, examinons notre tableau. Quand l'enfant est dans la conception, il dort pendant les 24 heures. Pendant la période de conception, il dort. Vous pouvez voir à partir du début jusqu'au pic. Dès que l'enfant est né, il dort beaucoup. Au début, il dort presque toute la journée et ça commence à diminuer petit à petit. Vous pouvez voir. Par exemple, à une année, l'enfant peut facilement dormir pendant 16 heures. À 10 ans, il peut dormir facilement entre 8 et 10 heures. Tandis que quand on atteint 20 ans, c'est la moyenne qui est de 8 heures de sommeil par jour. Et tu verras que plus l'âge avance, les heures de sommeil diminuent. Alors pourquoi est-ce qu'il est important? Pourquoi nous parlons du sommeil? La quantité de sommeil que nous avons besoin pour être en forme le lendemain, c'est plus ou moins 7 à 8 heures. Conséquence, la privation de sommeil entraîne une augmentation de marqueurs de l'inflammation. Je ne vais pas aller beaucoup dans les détails, on les appelle les interleukines et interférons. Ainsi, on commence à penser que le sommeil aurait un rôle dans la résistance des infections, dans l'inflammation et même dans les cancers. Donc, vous comprenez que, comme on a dit, quand on se prive de sommeil, ça augmente les marqueurs. Or, ce sont ces marqueurs-là qui résistent, qui jouent un rôle d'immunité ou qui influencent sur l'immunité de notre organisme. Alors, sûrement, vous allez me demander, c'est quoi la raison? La raison, c'était d'abord de démontrer que le sommeil était important et le sommeil, la qualité de sommeil renforce notre niveau d'immunité. Comme je viens de le dire, la privation du sommeil entraîne une augmentation des marqueurs de l'inflation.
Ainsi, on commence à penser que le sommeil aurait un rôle dans la résistance des infections, des inflammations et même des cancers et d'autres maladies. Aussi, la privation de sommeil a un effet sur la santé mentale de tout être humain. Alors, avant d'aller dans d'autres détails, nous comprenons ainsi que la question peut être comment puis-je améliorer mon hygiène de sommeil? L'une des pratiques d'hygiène de sommeil le plus importante consiste à passer une quantité appropriée de temps à dormir au lit. Ni trop peu, ni trop excessivement. Le besoin en sommeil varie selon l'âge et sont particulièrement touchés par le mode de vie et la santé. Cependant, il existe des recommandations qui peuvent fournir des conseils sur la qualité de sommeil dont vous avez besoin en général. D'autres bonnes pratiques d'hygiène de sommeil comprennent par exemple limiter les siestes diurnes à 30 minutes. D'autres conseillent même qu'il est mieux d'avoir des siestes avant 15 heures. Parce que quand on dort beaucoup pendant la journée, cela va affecter notre sommeil, la qualité de sommeil la nuit. Les siestes ne compensent pas un sommeil nocturne. Comme vous voyez, il y a des phases. Donc, pendant la nuit, on doit toucher les 4 plafonds. Donc, on doit toucher les plafonds en bas de la phase 4 et les plafonds en haut de la phase première. C'est ça un sommeil complet. Cependant, une courte sieste de 20 à 30 minutes peut aider à améliorer l'humeur, la vigilance et la performance. Mais évitez de dormir pendant plus d'une heure pendant la journée. Évitez les stimulants avant d'aller au lit quelques heures. Par exemple, la caféine, de la nicotine avant de se coucher. Et quand il s'agit de l'alcool, la modération est la clé. Bien que l'alcool soit bien connu pour nous aider à nous endormir plus rapidement, trop près de l'heure de coucher peut perturber le sommeil. Dans la seconde moitié de la nuit, lorsque le corps commence à traiter l'alcool, parce que au début, qu'est-ce que ça veut dire? Au début, tout simplement, quand l'alcool est fort, ça nous aide, on va dormir. Mais au fur et à mesure, on est en train de dormir, l'intensité de l'alcool diminue et nous risquons de nous réveiller pour le reste de la nuit. C'est ça les dangers. Il est important aussi de faire de l'exercice pour favoriser un sommeil de bonne qualité. Aussi peu que 10 minutes d'exercice aérobique, comme la marche au vélo, peuvent considérablement améliorer la qualité du sommeil nocturne. Pour une meilleure nuit de sommeil, la plupart des gens devraient éviter les entraînements intenses près de se coucher, ce que nous avons vu. Cependant, l'effet des exercices nocturnes intenses sur le sommeil diffère d'une personne à l'autre. Alors, découvrez ce qui vous convient le mieux. Donc, chaque personne est différente, chaque personne se connaît mieux. C'est à chacun de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas pour lui. Alors, qu'est-ce que la science dit à propos du sommeil? Dans une étude récente, les chercheurs ont analysé la santé, les antécédents médicaux et le total de sommeil d'un groupe de plus de 130 000 hommes et femmes âgés entre 40 et 69 ans. Et c'est grâce à ces données que les chercheurs ont pu établir un lien entre les sommeils de moins de 6 heures et le sommeil de plus de 10 heures. Au cas des syndromes métaboliques et des syndromes associés. Importance des éléments de la chambre à coucher pour une bonne nuit de sommeil. Nous voulions savoir ce que les gens jugeaient important pour bien dormir. C'est parmi les choses qu'on recherchait dans cette étude. Nous avons demandé aux répondants d'évaluer l'importance de plusieurs éléments de leurs expériences de sommeil en utilisant une échelle de 5 points, 5 voulant dire très important, jusqu'à 1 voulant dire pas important du tout. Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre. L'étude a été effectuée entre des gens, la catégorie des gens, c'était 130 000 personnes, hommes et femmes. On a essayé de savoir qu'est-ce qui était important selon eux pour une bonne nuit de sommeil. On a utilisé l'échelle 5 plus importants et 1 moins important.
Environ 9 sur 10 ont jugé qu'un matelas confortable allait le permettre à bien dormir. Ce qui veut dire à peu près, si on doit prendre 4 sur 5, à peu près 93%. Donc, nous avons eu aussi presque la même variance qui ont parlé, qui ont dit des oreillers confortables et une sensation confortable de drap, de la literie, 86% étant important pour passer une bonne nuit. Donc, nous comprenons que le lit, les draps, les coussins, les oreillers sont des éléments qui contribuent à passer une nuit de qualité. Environ 6 personnes sur 10, ou plus, ont jugé les éléments de la chambre suivants importants pour bien dormir. La chambre doit être calme, 74%. Une chambre noire, 73%. Une température ambiante fraîche, 67%. Air frais sans allergène, 63%. Une chambre propre, 62%. En comparaison, près de 3 sur 10, soit 29%, ont estimé qu'un bain ou une douche relaxante juste avant de se coucher. Et 12% ont estimé que l'utilisation d'une ordonnance ou d'un somnifère en vente libre était important pour un bon sommeil. Ayant compris tous ces éléments, nous arrivons à conclure qu'il est important d'essayer de mettre en place certains éléments pour nous permettre d'avoir un bon sommeil. Tout simplement parce que le sommeil, un bon sommeil a 2 ou 3 effets sur notre santé. Premièrement, nous comprenons que quand il y a privation de sommeil, comme on nous l'a dit, il y a augmentation des stimulants. Il y a augmentation de... il y a diminution des stimulants qui favorisent ou qui renforcent notre système immunitaire. Deuxièmement, il y a un impact sur notre santé mentale, sur la régulation de nos émotions. Alors, pour commencer, on est en train de parler de notre capacité de s'adapter à la situation de crise. Si nous voulons être productifs, être en bonne forme, être capable de gérer les stress et la situation de crise, on doit vraiment faire un effort pour avoir un sommeil de qualité. Alors, pour terminer, nous allons juste partager un truc et puis nous allons terminer. Je veux juste expliquer quelque chose que je trouve important avant de terminer. En fait, ça essaie un peu de nous démontrer la régulation du sommeil, les éléments qui affectent ou qui influencent cette régulation. OK? Nous avons la lumière, nous avons parlé de la lumière. Donc, tu veux bien dormir, c'est clair, il faut enlever la lumière dans la chambre si tu veux que ça puisse influencer la qualité et la quantité de ton sommeil. Ici, le temps d'éveil. Ici, ça parle des exercices physiques, bien sûr, et de la vie professionnelle. Donc, ces 3 éléments ont un impact sur notre sommeil. L'éveil joue le rôle, ça fait pression sur le sommeil, c'est-à-dire ça favorise notre sommeil, tandis que les exercices physiques ça joue un rôle sur l'horloge biologique. Ainsi, nous pouvons avoir une bonne qualité de sommeil. Alors, je pense que pour ce point, nous allons nous arrêter là. Je pense que ça a été productif. La semaine prochaine, parce que souvenez-vous, avant de partir, je veux juste remettre quelque chose. Nous avons parlé de la table de régulation. OK? Donc, la semaine prochaine, nous allons parler de la nutrition. Maintenir un équilibre sain d'aliments nutritifs. Alors, pour déjà juste vous donner une idée, on a déjà fait des recherches pour vous, on a déjà préparé l'atelier. Nous allons partager les informations qui sont dans ces livres.
il y a au moins, on va juste faire une synthèse. C'est en anglais, mais on parle des aliments qui combattent le maladie ou qui renforcent notre système immunitaire. Ici, dedans, on parle de chaque aliment que nous allons essayer de découvrir. On parle de chaque aliment, des avantages. Là, par exemple, vous voyez, ce sont les raisins. On explique et les avantages. Alors, j'ai un autre livre. Tu vois, par exemple, là, on parle des avantages de l'ail, des carottes sur notre santé. Donc, on va essayer de parcourir cela ensemble. C'est à peu près une centaine de pages, mais on va faire une synthèse parce qu'on a moins d'une heure. Et il y a aussi ces livres. Donc, ça va être une synthèse de ces deux livres. Nous allons en discuter le mercredi prochain. Prière d'inviter plus de gens, de parler à des gens pour que nous puissions le partager ensemble. Encore une fois de plus, votre présence est très appréciée. Sans vous, on ne pourra pas faire ce qu'on est en train de faire. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et je vous encourage prochainement d'encourager d'autres personnes à venir participer à notre atelier. N'oubliez pas de mettre un peu de commentaires, de cliquer les likes, de vous abonner et de partager le plus possible. C'était un plaisir de vous avoir. C'était un plaisir de partager la capsule Santé des fers. Et à la prochaine. Merci. Au revoir.